Bonjour à tous. Bonjour à tous et merci, d'être venus pour cette troisième table ronde grand public GeneTalks. Donc le but de ces tables rondes, c'est de se faire rencontrer des chercheurs, des médecins et le grand public autour de la génétique et des grands défis de la génétique. Ces conférences s'inscrivent dans une volonté de l'Institut, mais aussi du service de communication, d'ouverture. On veut vraiment s'ouvrir au grand public et faire comprendre tous les enjeux de la génétique. Et aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial puisque c'est la journée internationale des maladies rares. Et on a choisi, dans ce contexte, d'aborder un thème qui nous est cher à Imagine, qu'on appelle souvent dans notre jargon du rare au fréquent, mais qu'on a anglais aujourd'hui quand les maladies rares éclairent les maladies plus fréquentes. Voilà. Et pour nous parler de ces liens entre maladies rares, maladies fréquentes et cette dialectique entre les deux, puisque on verra que les maladies rares permettent de mieux comprendre les maladies fréquentes, mais parfois aussi les maladies fréquentes permettent de mieux comprendre les maladies rares. Nous avons 4 invités de marque, donc je vais commencer par de gauche à droite. Frédéric Rioloca, qui est directeur du laboratoire immunogénétique des maladies auto-immunes pédiatriques à l'Institut Imagine. Emmanuelle Jouangui, qui est chercheuse et team leader au sein du laboratoire de génétique humaine des maladies infectieuses à l'Institut Imagine. C'est un laboratoire qui est entre l'Institut Imagine à Paris et l'Université Rockefeller aux États-Unis. Laurence Leger-Mallet, qui est co-directrice et chef d'équipe dans le laboratoire de base moléculaire et physiopathologique des ostéochondrodysplasies à l'Institut Imagine, c'est pas évident à dire, et le professeur Olivier Hermine, qui est directeur du laboratoire mécanismes cellulaires et moléculaires des désordres hématologiques et implications thérapeutiques à l'Institut Imagine, mais qui est aussi chef de service d'hématologie et d'immunologie à l'hôpital Necker Enfants Malades. Voilà, je ne me trompe pas, tout est bon. Ok. Donc, comme je le disais, cette thématique du rare au fréquent nous est vraiment chère, mais elle peut sembler, à première vue, un peu contre-intuitive. Je vais commencer par vous, Frédéric Rioloca, et vous demander, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette dialectique entre maladies rares et maladies fréquentes, et peut-être d'abord expliquer ce que c'est qu'une maladie fréquente, une maladie rare, pardon. Oui, le lapsus. Bonsoir. Merci Gauthier. Oui, en fait, la définition de maladie rare, elle repose sur des chiffres précis qui ont été déterminés à l'échelle européenne ou à l'échelle internationale. Donc, on considère qu'une maladie est rare si elle affecte moins de 1 pour 2000 personnes. Et donc, c'est la barrière en dessous de laquelle la maladie devient rare. Bon, alors évidemment, il va y avoir des pathologies qui vont être juste à la frontière. Hein. On a des pathologies qui sont à 1 pour 3000, 1 pour 4000. Donc, elles sont évidemment plus fréquentes que des maladies très rares qui peuvent exister à 1 cas pour 1 million. Ça, c'est des maladies génétiques qu'on connaît. Et puis, il y a aussi des cas uniques, donc extrêmement rares. Donc, on parle de maladies vraiment super rare quand c'est moins de une personne pour 50 000 individus dans une population. Et puis donc il existe quelques exemples de maladies où il y a un seul individu qui a été identifié avec une cause génétique et une maladie définie. Donc le spectre est assez large. On peut aller vraiment de l'infiniment rare, donc on va dire 1 sur 7 milliards, à 1 pour 2000. Et au-delà de 1 cas pour 2000 individus, on considère qu'on n'est plus dans la définition de la maladie rare, même si vous vous rendez bien compte quand même qu'on peut avoir quand même quelques centaines ou quelques milliers d'individus dans la population française, et on a une frontière qui est définie, et on est donc en dessous ou au-dessus de cette frontière, et donc on est dans une maladie rare ou dans une maladie moins rare, voire fréquente. Okay. Et justement, avant de rentrer dans des exemples concrets, je voulais peut-être vous demander pourquoi est-ce que, a priori, une maladie rare peut permettre de mieux comprendre une maladie plus fréquente, de manière générale, et pourquoi est-ce que cette compréhension pourrait mener à des leviers thérapeutiques à la fois pour les maladies rares et pour les maladies plus fréquentes.
Bon, alors je crois qu'il va y avoir plusieurs exemples Oui, oui. dans cette discussion. Disons que ces maladies rares sont donc, dans 80% des cas, il s'agit de maladies génétiques. Et donc, qui dit maladie génétique, c'est qu'il y a une erreur dans un des 20 et quelques milliers de gènes qui composent notre génome. Et donc, on peut identifier cette cause. Et en identifiant cette cause, on peut essayer de mieux comprendre le mécanisme qui est sous-jacent à la pathologie. Et de fait, on va avoir des maladies plus fréquentes qui vont présenter les mêmes symptômes. Et donc, en ayant compris les mécanismes qui sont en place, ou plutôt qui sont dérégulés dans ces maladies génétiques avec une cause génétique identifiée, on peut utiliser ces outils de compréhension et c'est la compréhension de ces mécanismes pour les appliquer à des maladies plus fréquentes, des maladies de l'adulte, et voir s'il s'agit de la même dérégulation, sans qu'on connaisse la cause génétique à l'origine. Et du coup, en comprenant le mécanisme, on peut aussi identifier des cibles thérapeutiques et donc utiliser des médicaments ou repositionner des médicaments qui étaient utilisés dans une pathologie précise. Et en identifiant le mécanisme, on peut décider, les cliniciens peuvent décider d'utiliser cette thérapeutique pour plus spécifiquement traiter un patient avec une dérégulation qui va être identifiée. Merci. Peut-être qu'on peut commencer justement par des cas très concrets, par un exemple d'actualité. Voilà, bon, d'actualité, ça fait quand même 3 ans cette actualité, mais on va bientôt fêter les 3 ans du confinement. Donc c'était au mois de mars 2020. Et donc l'exemple que je vais donner, c'était le Covid. Le Covid, donc, qui est une maladie fréquente, hein, mais qui, dans certains cas, il y a aussi des cas rares, les formes graves qui sont rares. En quoi l'étude des maladies rares ont-elles permis un bond en avant dans la compréhension du SARS-CoV-2, donc c'est le virus à l'origine de la maladie de la Covid-19, dans un contexte où nous n'avions à l'époque aucune information. C'était vraiment le no man's land, c'était un tout nouveau virus qui apparaissait, et pourtant l'étude des maladies génétiques rares ont permis très vite de commencer à comprendre ce virus. Alors en effet, ça a été une illustration qui, je pense, est assez intéressante pour montrer comment des travaux sur un groupe de 20 patients, et encore à l'époque il y en avait moins, a permis de rentrer dans l'étude des formes sévères de la Covid. Puisque bon, évidemment, la Covid c'est une maladie fréquente, on l'a bien vu. Il y a plein de gens qui sont atteints, qui vont développer des symptômes plus ou moins sévères. Et ce qui était vraiment très embêtant, c'était le grand nombre de formes sévères. Et je trouve que donc 4 ans avant, on avait décrit une maladie génétique. Donc c'est une erreur dans un gène qui s'appelle STING, pour la petite histoire. Et chez ces patients qui sont extrêmement malades, ils produisent beaucoup trop d'interférons et de molécules qui sont très inflammatoires. Et du coup, ces enfants vont avoir des atteintes de leurs vaisseaux qui vont conduire à des gangrènes des extrémités. Ils vont avoir une fibrose pulmonaire qui vont les empêcher de respirer. Et aussi des maladies auto-immunes. C'est pour ça qu'on les a étudiées. Et donc, en identifiant ce mécanisme il y a 4 ans, on a pu voir qu'il produisait trop d'interférons. Et donc, il existait des molécules sur le marché qui sont capables de contrecarrer les effets de l'interféron. Et 2 ans plus tard, on a pu traiter ces patients qui ne répondaient quasiment à aucun anti-inflammatoire et à vraiment améliorer leurs conditions de vie. Alors, sans les guérir, puisque c'est la conséquence du défaut génétique, on n'a pas attaqué la cause, mais disons qu'on a quand même apporté une amélioration assez spectaculaire sur l'état de santé de ces enfants. Et il se trouve qu'effectivement, début mars 2017, c'est là que ça montre aussi qu'il est important de publier nos travaux sur des maladies rares et sur des cas très rares. Là, on était sur vraiment 3 cas. Et de les publier de façon la plus, on va dire, la plus visible possible, de façon à ce que des cliniciens qui ne sont pas des spécialistes de notre domaine puissent voir ces publications. Et là, c'est ce qui est arrivé avec Benjamin Terrier, qui est professeur de médecine interne à Cochin. Et donc, comme dans tous les hôpitaux, ils avaient ouvert des ailes Covid, puisque les malades affluaient et les urgences étaient saturées. Et donc, il était au plus près de ces malades. Et il m'a appelé un samedi matin en me disant « Écoute, c'est incroyable. Et je trouve que les images des poumons, des formes sévères de la Covid, ça ressemble vraiment, comme 2 gouttes d'eau, aux poumons des enfants que vous avez décrits avec cette mutation de STING. » Et donc, il me dit « Du coup, on pourrait regarder, parce que peut-être que finalement, les formes sévères font trop d'interférons. »
Et que du coup, comme vous avez montré qu'on peut traiter cet excès d'interférons avec certaines drogues, peut-être qu'on pourrait traiter les formes sévères. Donc on s'est embarqué dans cette histoire et de façon absolument incroyable. Il a construit une cohorte avec 15 patients de forme modérée, 15 patients qui sont en réanimation mais qui ne sont pas intubés, et 15 patients intubés. Et on a commencé à faire nos mesures de paramètres immunologiques avec cette hypothèse de départ. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que notre hypothèse était fausse, c'était exactement l'inverse. C'est-à-dire que les patients modérés avaient plutôt plus d'interférons et les formes sévères avaient un défaut de production et d'activité de l'interféron. Il faut savoir que l'interféron, c'est la première molécule que nous tous, nous allons produire quand on rencontre un virus, et en particulier un virus respiratoire. Et donc, ça va être notre première arme de défense. Et donc, on est arrivé à cette conclusion assez rapidement, puisqu'on a publié l'article en juillet 2020. Donc, on a commencé le 15 mars. Il m'avait appelé vraiment 3 jours avant qu'on ferme les laboratoires. On a monté ce projet, on a eu ces résultats, on fait une hypothèse, on la teste. C'est l'inverse de ce qu'on avait pensé, mais c'est comme ça. Et du coup, ça a permis de lancer le concept que c'est un défaut de production ou d'activité de cette interférence, cette molécule antivirale, qui est responsable, ou en tout cas qui est vraiment associée aux formes les plus sévères de la Covid. Donc voilà, ça illustre cette maladie génétique rare, excès d'interférons. On a les mêmes images de poumons chez les patients avec le coronavirus, et on s'aperçoit que, en fait, c'est pas trop d'interférences, c'est pas assez. Et en parallèle, là je vais passer la parole à Emmanuel Jean-Guy, dans le laboratoire de Jean-Laurent Casanova, ils étudiaient les formes donc sévères de la Covid, mais plus sur les aspects mécanistiques, génétiques et de la réponse immune, et ils ont fait des découvertes très importantes qui ont permis d'avancer dans la compréhension de cette maladie. Des découvertes qui, je crois, ont commencé... enfin, le parallèle que vous avez fait, vous, c'était plutôt avec la grippe sévère, qui sont des cas assez rares, c'est ça? Oui, en fait, nous, effectivement, c'est en parallèle avec la grippe sévère. Donc nous, ce qui nous intéresse, en fait, dans le laboratoire, c'est d'essayer de comprendre justement pourquoi nous ne sommes pas tous égaux face à un microbe. Et la pandémie Covid-19 a bien montré que la grande majorité des gens, finalement, étaient infectés et allaient développer pas ou peu de symptômes, et finalement les cas extrêmement critiques ou les personnes qui sont décédées de la Covid-19 finalement ont été nombreux parce que ça a été une pandémie, mais pris par pays ou pris par région n'était finalement pas si important que ça. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre pourquoi certaines personnes vont développer des formes extrêmement graves alors que la majorité des gens sont restés malgré tout avec des symptômes assez légers. Et nous avions effectivement trouvé il y a quelques années que des défauts de production d'interférons, des interférons qu'on appelle des types 1, effectivement, qui sont la première ligne de défense contre les infections virales, étaient associés chez des enfants aussi à des grippes extrêmement sévères qui conduisaient en réanimation, où les gens avaient besoin d'être intubés, enfin les enfants avaient besoin d'être intubés. Et donc, nous avons, en parallèle de ce que faisait le labo de Frédéric, nous avons cherché à faire des études génétiques qui nous permettraient de voir s'il y avait des différences entre les cas extrêmement critiques et une cohorte d'individus qui étaient infectés mais qui avaient développé peu ou pas de symptômes, puisque nous ne pouvions pas utiliser les données de la génétique de la population générale qui sont disponibles au grand public, enfin même pour le grand public, puisque personne n'avait été infecté avant par le SARS-CoV-2, et donc on ne pouvait pas être sûr et ce qu'on trouvait dans les données publiques allait pouvoir nous aider d'être discriminant et donc d'identifier ce qui allait expliquer les formes extrêmement graves. Et donc ce que nous avons trouvé, c'est qu'en fait, il y a à peu près 3 à 5% des patients qui ont développé des formes critiques, qui avaient des défauts de production ou de réponse à ces interférons de type 1. Et c'était plutôt chez les individus jeunes. Donc ce qu'on appelle les individus jeunes, c'est moins de 30 ans, on va dire, voire un peu plus que moins de 30 ans. Cela dit, lié aussi à d'autres travaux qui avaient été publiés depuis les années 80 sur les auto-anticorps neutralisant les interférons type 1 qui, jusqu'à la Covid-19, n'avaient pas été associés en particulier à des sensibilités, à la sensibilité à des infections virales graves. Nous nous sommes dit que quand même, nous allions regarder, enfin on s'entend, ça a été un peu plus long que ça, le cheminement bien sûr, mais nous avons regardé si chez les formes sévères, et notamment chez plutôt les personnes plus âgées, on ne trouvait pas ces auto-anticorps neutralisants. Et effectivement, nous avons identifié ces auto-anticorps qui expliquaient 15% des formes sévères à critiques
dans la population et en particulier chez les personnes plutôt plus âgées et plutôt un peu plus chez les hommes que chez les femmes. Et donc, entre nos recherches sur les défauts génétiques qui expliquaient, on va dire, à peu près 5% des formes sévères et ces 15 à 20% d'auto-anticorps qui neutralisaient ces mêmes molécules, les interférons de type 1, donc ils étaient produits normalement, mais ces auto-anticorps, en fait, les bloquaient avant qu'ils puissent induire une réponse antivirale efficace. Et donc, ça expliquait pourquoi les patients ont fait des formes critiques, voire sont décédés de la Covid-19. Donc ça fait un quart au total, à peu près. Donc un quart des formes sévères. Pas tout à fait un quart, on va être... Nous, on gonfle les chiffres voilà, un petit peu. Entre 20 et 25%, oui, d'accord. à peu près. Ouais. Et je me tourne vers vous, professeur Hermine. Vous, au moment du Covid, vous avez aussi... vous étiez sur le front et toutes ces études, mais aussi celles que vous avez menées, ont permis aussi d'améliorer la prise en charge des patients. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu Ça marche au micro là. Donc c'est intéressant parce que au début du SARS-CoV-2, comme vous le savez, l'hypothèse principale du traitement, évidemment, c'était de trouver un traitement anti-infectieux, antiviral. Et ça, c'est les premières études qui ont été faites avec des médicaments qui étaient capables de bloquer la réplication du virus. Il faut savoir qu'à l'époque, on n'avait pas le virus, et on l'avait découvert isolé en décembre 2019, 2 mois avant qu'il arrive, qu'il explose dans le monde entier. Donc trouver un traitement contre un virus en 2 mois, même si on avait bien la structure du virus, c'était quasiment impossible. Et donc il fallait trouver des médicaments, et des médicaments qui puissent agir vite pour essayer de traiter les patients qui avaient le Covid, donc des médicaments qui existaient déjà sur le marché, pour faire ce qu'on appelle du repositionnement de médicaments qui sont déjà là, parce qu'on n'avait pas le temps de faire tout le développement d'un médicament, alors qu'on avait un raz-de-marée qui arrivait, et des patients qui arrivaient rapidement en réanimation avec ce qu'on a appelé une hyperinflammation pulmonaire. Et pour revenir un peu à ce que disait Frédéric tout à l'heure, c'est que les fameux patients qui avaient ces activations de la voie interféron, et qu'on a trouvé complètement l'inverse en fait, et ça a été le sujet de beaucoup de complications. En fait, pour revenir à l'explication et vous dire l'hypothèse qu'on avait faite au départ, on s'était dit que quand il y a trop d'inflammation, c'est-à-dire que si les patients deviennent hyper-inflammatoires, ce qu'on savait dans les maladies rares, et une autre en particulier dont je parlerai après, si vous voulez, qui s'appelle l'HLH, ces patients-là, en fait, il y avait 2 conséquences. La première, c'est que cette hyper-inflammation, ça allait détruire le poumon. Donc, détruire le poumon, et c'est ce qui s'est passé chez les patients. Quand on a un poumon qui ne marche plus, on est intubé, ventilé, éventuellement, on va finir par mourir. Mais surtout, ce qu'on avait appris dans ces maladies rares, ici à Imagine, dans l'immunologie, c'est que quand il y a trop d'inflammation, trop de réponses, en fait, ce qu'on appelle la réponse adaptative, qui permet de tuer le virus et les cellules qui sont affectées par le virus, eh bien, elle est complètement bloquée. Et donc, on avait fait l'hypothèse de départ, qui était un peu farfelue, de dire, ah ben oui, on a une maladie infectieuse, et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va bloquer l'inflammation, on va bloquer l'hyperinflammation, pour permettre à l'organisme de se guérir lui-même de l'infection contre le virus. Ce qui était hasardeux comme hypothèse au départ, parce que, effectivement, quand on a présenté ça aux infectiologues, ils ont dit, mais vous êtes fous, vous avez bloqué la réponse immunitaire pour traiter un virus, alors que vous n'avez même pas de traitement antiviral. Je dis oui, mais il y a des exemples dans d'autres maladies infectieuses rares. Je prends la tuberculose, par exemple. Quand vous avez une tuberculose, vous mettez des corticoïdes. Avec les antibiotiques, ça permet de guérir le patient. Si vous mettez les corticoïdes avant qu'il attrape la tuberculose, il va faire une tuberculose à cause des corticoïdes. Et c'est là qu'on a compris qu'il y avait une sorte de cinétique. L'interféron, comme on l'a vu, il sert au début à empêcher que le virus il infecte les cellules. Et là, si on fait beaucoup d'interférons, on va tout bloquer. Et on comprend que si on n'a pas d'interféron, le virus il va infecter les cellules. Et après se met en route notre réponse pour détruire les cellules qui sont infectées. Et là, s'il n'y a pas assez d'interférons au départ, il y a beaucoup de cellules qui sont infectées, si le système il s'emballe, et ce qui est arrivé chez pas mal de patients, eh bien vous détruisez le poumon et en plus vous empêchez la bonne réponse pour détruire les cellules qui sont infectées. Et donc on a dit qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va tester avec des anti-inflammatoires et un anticorps contre une cytokine qui s'appelle le tocilizumab et les corticoïdes, ce qui était complètement paradoxal au début. Mais pourquoi on a fait ça? Parce qu'on avait l'exemple dans des maladies rares que de faire cette stratégie de traiter avec des anti-inflammatoires une maladie infectieuse, même sans agent anti-infectieux, ça pouvait fonctionner. Effectivement, ce qui s'est passé, c'est que rapidement on a mis en place un essai clinique et on a démontré qu'on permettait de diminuer la mortalité et le passage en réanimation
réanimation, par 2 chez ces patients, et qu'avec ces anti-inflammatoires, eh bien, on pouvait améliorer les patients. Et d'ailleurs, ceux qui sont utilisés dans les STINGs, les JAK inhibiteurs, ont été aussi montrés comme étant efficaces parce qu'ils bloquent la destruction du poumon. Et en fait, rétrospectivement, l'hypothèse de départ de Frédéric et de Benjamin Terrier, qui a été confirmé par l'équipe de Jean Laurent et d'Emmanuel, c'était de dire oui, s'il n'y a pas d'interféron, c'est pas bien. Effectivement, c'est pas bien, parce que le virus, il va s'éclater, il va proliférer. Mais une fois qu'on a passé ce cap-là, et c'est là qu'il faut bloquer l'inflammation. Et au départ, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont fait d'interféron à la phase tardive, mais ça ne servait à rien parce qu'on avait passé le premier cap. Et là, ce qui vient de sortir cette semaine, c'est quand on fait l'interféron avant que le virus il envahisse, et ben là, c'est efficace pour protéger les patients. Donc là, on a compris toute cette cinétique, et ça, on l'avait appris un peu grâce aux maladies rares. Alors si je peux faire une parenthèse, parce que j'aime bien en parler de cette parenthèse, c'est qu'ici à Imagine, ils avaient trouvé une maladie rare qui s'appelle l'histiocytose héréditaire. C'est une sorte d'activation des macrophages quand on fait une infection, quelle qu'elle soit. Il y a des enfants, ils vont faire de la fièvre dans tous les sens, et les cellules qui servent à manger les bactéries, elles s'activent dans tous les sens et elles vont manger l'organisme du patient. Et donc il va mourir parce qu'il va se manger lui-même. Donc ça, c'est pas bien. Et donc on a longtemps pensé que c'était une maladie qui était liée à des anomalies du macrophage qui n'était pas capable d'aller manger les bactéries. Et en fait, pas du tout. Ce qui a été démontré ici, c'est que c'est des lymphocytes qu'on appelle T, qui vont fabriquer ce qu'on appelle des cytokines comme l'interféron, qui vont activer les macrophages pour les manger. Et ces lymphocytes, quand ils ne peuvent pas tuer leur cible, entre guillemets, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'activer. Et en fait, ils vont s'activer et activer les macrophages de façon anormale. Et donc, c'est une maladie, finalement, du lymphocyte. Alors, tout le monde pensait que c'était le macrophage. Et ces lymphocytes, pourquoi ils s'activent? Parce qu'ils vont essayer de tuer des lymphocytes B qui sont infectés par un virus. Alors, c'est un peu compliqué, vous voyez. Une histoire complexe. Voilà, complexe, et ce qui a été démontré ici dans des maladies extrêmement rares. Et puis nous, chez l'adulte, on a une maladie qui est la même chose, mais qui apparaît chez des gens de plus de 50 ans, dès qu'ils font une infection, et on ne sait pas pourquoi, dans un contexte d'immunosuppression. Et tout le monde disait, ouais, il faut taper sur le macrophage. Et moi, j'ai dit, non, mais vous savez, imagine, si on tape sur le B, on le fait disparaître, le T va arrêter de s'activer et on va bloquer le macrophage. Donc il faut traiter les B. On dit, mais t'es fou, pas les B, c'est les macrophages. Et en fait, en traitant les B, on améliore tout l'ensemble du tableau. Donc ça, vous voyez, c'est un exemple d'à partir d'une maladie rare, une étude génétique qui est bien faite, on comprend un mécanisme dans des maladies fréquentes auxquelles on n'aurait pas pensé du tout. Et le Covid, ça a été un peu la même chose. Voilà. Merci beaucoup. Laurence, on va passer à vous. En fait, vous travaillez sur les maladies osseuses constitutionnelles, donc c'est ni immuno ni hémato comme on a ici. Mais voilà, c'est un des exemples. On n'a pas de dermatologue ce soir, mais il y a aussi des exemples en dermatologie d'application, de compréhension de mécanismes qui peuvent être appliqués à passer de maladies rares à des maladies plus fréquentes. Mais donc vous travaillez sur les maladies osseuses et en particulier 2 maladies, donc l'achondroplasie et l'hypochondroplasie. Donc vous avez découvert le gène de l'achondroplasie en 1994 ou 1995. Je trouve à chaque fois 2 dates. Peut-être que ce soir vous allez me permettre de découvrir quelle est la vraie date. Et donc vous avez depuis vraiment étudié tous les mécanismes liés à cette mutation. Et vous avez découvert notamment qu'il y avait des liens entre cette maladie génétique et des maladies plus fréquentes comme l'ostéoporose et l'arthrose, potentiellement l'arthrose. Ok. Bon, bonsoir. Donc, effectivement, donc moi je m'intéresse aux pathologies osseuses et principalement aux personnes de petite taille. Et quand on dit petite taille, c'est des personnes qui à l'âge adulte font 1,20 m. Donc comme ça, vous avez une idée. C'est une maladie rare. Ça touche 250 000 personnes dans le monde. Et effectivement, on a identifié le gène pour l'achondroplasie en 1994 et pour l'hypochondroplasie en 1995. Et en fait, depuis, donc c'est un gène, on a essayé de comprendre ce qu'il perturbait. Donc, il perturbe effectivement le cartilage, sa synthèse, et l'os. Et donc, on a essayé de comprendre un peu comment ça fonctionnait. Et les progrès étaient assez satisfaisants, puisque aujourd'hui, il y a plusieurs traitements qui sont offerts pour ces patients, dont un premier traitement qui est aujourd'hui, on se retrouve en pharmacie, qui s'appelle le Voxzogo. Puis il y a d'autres approches qui sont en phase clinique 2 ou 3. Donc, en ce qui concerne cette maladie rare, on a aujourd'hui des solutions thérapeutiques pour ces patients.
Donc, comme vous l'ont dit mes collègues, maladie rare, ça nous ouvre sur le champ des maladies plus communes. Et les deux maladies plus communes que vous connaissez parfaitement, qui sont associées aux adultes, aux personnes un peu plus âgées, qui affectent le cartilage. Donc, d'une part, c'est l'arthrose, et l'os, qui est d'autre part l'ostéoporose. Alors, le cartilage, vous allez bien comprendre que le lien avec ces pathologies qui impactent la croissance, eh bien, dans l'arthrose, le cartilage est complètement dégradé, ainsi que l'os sous-chondral. Et en fait, à l'heure actuelle, on essaie d'utiliser les signatures qu'on appelle moléculaires, qui sont impliquées et qui perturbent en fait la croissance des os longs, pour voir si effectivement il n'y aurait pas un lien avec ce cartilage articulaire qui est dégradé. Alors aujourd'hui, il n'y a pas réellement de traitement pour l'arthrose, et donc justement tous ces modèles de maladies rares sont extrêmement intéressants parce qu'ils peuvent nous indiquer des pistes thérapeutiques. Et puis la deuxième grande maladie commune, qui est l'ostéoporose. Donc l'ostéoporose, ça affecte surtout l'os. Alors l'os, c'est un tissu qui est vivant et qui se remodèle continuellement au cours de la vie. Et puis effectivement, quand on vieillit, on est atteint de ce qu'on appelle de l'ostéoporose. Donc là, c'est l'os qui se dégrade, qui est beaucoup plus fragile, risque de fracture plus importante. Et effectivement, là aussi, quand on retourne dans nos modèles de maladies rares, eh bien, l'os aussi est affecté. Il est perturbé par ces gènes qui sont mutés, qu'on connaît. On connaît aussi les voies de signalisation. Et là, aujourd'hui, on a des outils absolument merveilleux qui nous permettent de mettre le doigt sur des molécules qui sont perturbées, qui ont un rôle important. Donc là, moi, je vais finir par des chiffres. 250 000 patients atteints de maladies rares. Et ça nous ouvre sur deux maladies communes qui touchent à peu près 300 millions de personnes. Donc 250 000 pour 300 millions. Je crois que là, on comprend bien ce qu'on passe d'une maladie rare à une maladie commune. Et le rêve, d'un point de vue thérapeutique, ce serait de booster donc la croissance osseuse, c'est ça? Ou la formation de l'os? En fait, c'est en ce qui concerne l'arthrose, de la prévention et éviter que ce cartilage se dégrade, puisque l'arthrose, vous en avez un peu partout, sur la colonne vertébrale, sur les genoux, sur la hanche. Ça affecte pas mal de sites. Et en ce qui concerne l'ostéoporose, eh bien, c'est d'éviter que ces cellules qui grignotent un peu trop activement l'os soient arrêtées. Voilà. Et donc aujourd'hui, il y a des traitements qui sont proposés, mais il y en a aujourd'hui malheureusement pas de traitement efficace à 100%. D'accord. Et donc le nom du gène qui est responsable de l'achondroplasie, c'est FGFR3, c'est ça? Vous avez découvert qu'il était aussi lié à certains cancers, les cancers de la vessie, c'est ça? Tout à fait. Alors, dans une maladie rare, la mutation se trouve dans vos cellules, dans les cellules germinales. Vous pouvez donc transmettre cette mutation à vos enfants. Et puis, il y a d'autres mutations, comme on dit, qui sont somatiques, qui se retrouvent exclusivement localisées dans les tissus. Et donc, c'est le cas de la vessie, où on a retrouvé les mutations associées à ces personnes de petite taille qui étaient présentes dans les tissus, dans la vessie. Et donc, effectivement, les approches thérapeutiques qui sont utilisées pour les personnes de petite taille, il y en a certaines qui sont utilisées pour le cancer de la vessie, comme par exemple des inhibiteurs de tyrosine kinase. Et pour prolonger un petit peu les liens entre maladies rares et cancer, dans d'autres maladies, donc d'autres maladies rares que vous étudiez, Frédéric, ont permis de mieux comprendre certaines leucémies? Oui, alors, disons qu'on a été étonné de trouver chez des enfants, donc nous on étudie les patients qui ont de l'auto-immunité, c'est-à-dire que leurs lymphocytes attaquent les composants du soi, et c'est souvent
dans les pathologies qu'on étudie, ils détruisent les plaquettes et les globules rouges. Donc les globules rouges, les enfants vont être anémiques, et les plaquettes, ils vont se mettre à saigner. Et depuis 20 ans, notre objectif, c'est d'identifier les causes génétiques de prédisposition à ces maladies auto-immunes. Et on en a trouvé un certain nombre, dont des mutations, justement, qui sont des mutations dites, dites somatiques, c'est-à-dire qui sont apparues au cours du développement du fœtus, généralement, dans les progéniteurs, qui vont permettre de fabriquer le système immunitaire et aussi les globules rouges et les plaquettes, puisque, vous le savez sans doute, il y a un très grand renouvellement de notre système immunitaire. On produit beaucoup de globules blancs qui vont faire leur action puis qui vont disparaître, et donc il y a un renouvellement qui est vraiment quasiment un des plus importants dans l'organisme. Donc ces progéniteurs, quand ils ont acquis une certaine mutation, vont pouvoir avoir un avantage sélectif et vont donc ensuite se retrouver en périphérie et dans les cellules qui sont dites autoréactives. Et on avait été très surpris de mettre en évidence donc une mutation somatique d'un gène bien connu dans de nombreux cancers, qui s'appelle CARAS. Et ces mutations activatrices de cette voie donc dérégulent ces enfants, et on ne comprenait pas pourquoi, avec exactement la même mutation activatrice, certains enfants font une leucémie myélomonocytaire, qui est une cause de greffe en urgence, parce que sinon ils vont mourir. Et d'autres enfants qui, exactement avec cette même mutation, vont faire une maladie auto-immune qui est plutôt indolente, bon, qui peut être embêtante, mais qui n'est pas aussi fulgurante que la leucémie. Et donc on a eu un patient qui avait commencé avec cette forme indolente et qui s'est transformé en leucémie. Donc on a pu avoir des échantillons et donc étudier les mécanismes qui conduisent de cette maladie auto-immune à la leucémie. Donc aujourd'hui, effectivement, l'idée, c'est une fois que ces mécanismes sont identifiés, c'est d'aller vérifier si justement, dans une maladie, cette fois-ci de l'adulte, qui est une leucémie, la leucémie myélomonocytaire, plutôt de la personne, de l'individu âgé, plus de 50 ans, on va retrouver ces mécanismes, et on a des leviers possibles pour essayer d'interagir avec cette dérégulation qui conduit à la leucémie dans certains cas, ou qui conduit à l'auto-immunité dans d'autres. Donc là encore, en partant de cas extrêmement rares, parce que là, encore une fois, il y en a une quinzaine décrits dans le monde, on a une ouverture sur une maladie malheureusement beaucoup plus fréquente, qui est la leucémie, et beaucoup plus sévère. Et donc, l'identification des mécanismes dans cette maladie auto-immune rare va peut-être nous permettre d'apporter, en tout cas, de nouvelles pistes sur ces maladies, donc sur ces leucémies. Merci. Olivier, vous avez un exemple aussi d'une maladie, je crois que c'est un patient, qui vous a permis aussi de mieux comprendre des maladies type cancer, prolifération de mastocytes. Peut-être que vous pourrez nous expliquer ce que c'est que les mastocytes. Donc là, c'est une histoire intéressante de ce que j'appelle un case report. C'est vraiment la maladie ultra rare, puisqu'il n'y a qu'un cas. Mais à partir d'un cas, on a pu faire de la généralisation sur des milliers de cas. En fait, je vous explique, on travaillait sur une maladie rare qui s'appelle la mastocytose. Il y a le centre de référence à l'hôpital Necker. C'est une accumulation, une activation anormale de cellules qu'on appelle les mastocytes, que vous connaissez tous, c'est celles qui sont responsables quand vous êtes allergique, vous avez le nez qui coule, quand vous faites de l'asthme, les bronches qui se contractent, quand vous avez de l'urticaire ou dès que vous grattez, c'est à cause des mastocytes qui libèrent des saloperies, entre guillemets, qui donnent ces symptômes. Et puis il y a une maladie où ces mastocytes ils s'activent de façon anormale et vont donner des hypersymptômes qu'on connaît tous. Et puis dans certains cas rares, surtout chez l'adulte d'ailleurs, ça va donner des leucémies à mastocytes. Une maladie qui est extrêmement agressive. Et puis la recherche qui a été faite dans le centre de référence et ailleurs a permis de montrer que, quelle que soit la maladie, qu'elle soit agressive, qu'elle ne soit pas agressive, eh bien, on avait une mutation d'un récepteur à tyrosine kinase très proche de celui du FGFR3, qui s'appelle c-KIT, et que cette mutation, elle activait le récepteur de façon constitutive. Le récepteur à tyrosine kinase, peut-être que vous pouvez juste Alors, c'est expliquer. des récepteurs qui sont à la surface des cellules, et quand on les stimule avec un ligand, ils vont phosphoryler, on met du phosphore sur plein de protéines, et ces phosphores, ça va activer des protéines qui vont aller dans le noyau éventuellement et activer des gènes, ou faire proliférer les cellules, les faire survivre, les faire s'accumuler, et en l'occurrence pour les mastocytes, les activer aussi. Et donc il y avait cette mutation qui fait tout ça. Mais là on s'est posé la question de se dire, mais comment ça se fait qu'il y a la même mutation et qu'il y a des patients qui sont agressifs, et qui vont mourir très vite de la maladie si on ne les traite pas, et d'autres qui sont très indolents, et qui ne vont pas faire beaucoup de maladies, qui vont faire que des symptômes. Donc on s'est dit, forcément, il y a quelque chose d'autre. Et le quelque chose d'autre,
on a eu du mal à le comprendre. Alors chez l'adulte, on avait trouvé quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui est assez connu aujourd'hui, on pourra en parler, c'est ce qu'on appelle l'hématopoïèse clonale, c'est-à-dire que plus on vieillit, on a dans nos cellules du sang, comme l'a dit Frédéric, on fait 2 milliards de cellules par seconde, ce qui est énorme. Il y a des mutations qui apparaissent chez tout le monde, et certaines vont donner ce qu'on appelle un avantage de ces clones qui vont se mettre à proliférer. Et ça fait le nid de plein de maladies, on pourra en revenir après. Mais en tout cas, ce qu'on avait vu, c'est que ces mutations-là dans l'hématopoïèse, quand on mettait dedans la mutation c-KIT, eh ben, ça faisait une forme agressive, ce qu'on voit chez l'adulte. Donc on avait compris qu'il y avait une synergie entre les deux, mais la synergie, on dit oui, c'est des gènes qui régulent ce qu'on appelle l'épigénétique, hein, ce n'est pas des mutations, ça va moduler l'expression de plein de gènes, mais on ne savait pas lequel était modulé, il y avait des milliers de gènes, on avait plein d'hypothèses, mais on ne savait pas comment ça pouvait agir. Et puis là, par hasard, on a un enfant qui a une mastocytose qui n'était pas indolente, mais qui était agressive. Et cet enfant, il avait une maladie qui était aussi ultra rare. Il avait ce qu'on appelle un syndrome de Craig. Il avait une très grosse tête et il avait 6 doigts. Donc d'avoir une grosse tête et 6 doigts, plus une mastocytose agressive, c'est quand même l'ultra rare, ça n'avait jamais été décrit. Et donc là, à imaginer les grands spécialistes de l'exome, on a séquencé le patient et sa famille, on a trouvé la mutation. Peut-être juste l'exome. L'exome, ce sont les parties codantes de l'ADN. On a 3 milliards de paires de bases. Et en gros, grâce à ça, on a pu trouver le gène du 6 doigts et de la grosse tête, qui était déjà connu par ailleurs. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un répresseur qui va bloquer une autre voie d'activation, qu'on appelle la voie Hedgehog, et qui sert aux cellules à proliférer. Et donc là, on s'est dit, tiens, c'est intéressant, on a montré dans des souris, etc., qu'il y avait une synergie entre les deux, et que si on bloque cette voie-là, et non pas le fameux récepteur qui était muté partout, eh bien, on va arrêter la maladie. Et donc, en prenant chez les adultes, avec ces formes agressives, comme ça, on s'est dit, mais on a regardé l'expression de ce fameux répresseur. Et là, il était éteint, non pas par une mutation germinale qui était transmise par la famille, mais qui était acquise, épigénétique, et on avait éteint l'expression de ce récepteur, ce qui explique pourquoi c'est agressif, et quel que soit le type de mutation. Et ça, ce modèle de synergie entre ces deux récepteurs, on le retrouve dans plein de leucémies, et ce qui a ouvert les voies thérapeutiques à des leucémies en partant d'un seul cas, exceptionnel en fait, entre guillemets, et grâce à la génétique qu'on peut faire sur Imagine. Vous voyez, ça c'est un exemple typique de un cas qui éclaire après plein de possibilités thérapeutiques dans des maladies beaucoup plus fréquentes. En fait, ça ouvre vraiment de nouvelles portes, l'étude des maladies rares. Auxquelles on n'aurait absolument pas pensé. Voilà. Donc là, on va repartir sur d'autres types de maladies, pour terminer, qui sont les maladies infectieuses. Donc tous les jours, vous êtes confronté à des virus, des bactéries, vous vivez avec des bactéries, avec des virus et des champignons au quotidien. Vous en avez à l'intérieur de vous, vous êtes confronté tous les jours avec ces agents microscopiques, mais pour autant, vous n'allez pas tomber malade. Mais certaines personnes, dans de rares cas, vont tomber malades. Et donc, vous, Emmanuel Jean-Guy, vous travaillez dans un laboratoire qui s'est spécialisé sur cette approche, c'est-à-dire décrypter les causes génétiques des formes rares des maladies infectieuses. Et vous avez notamment travaillé sur la tuberculose. Oui, alors la tuberculose n'est pas une maladie rare, mais effectivement, nous avons commencé il y a maintenant quelques dizaines d'années à nous intéresser à des patients qui développaient des formes extrêmement sévères, à ce qu'on appelle les mycobactéries. Les mycobactéries, c'est une famille de bactéries à laquelle appartient l'agent de la tuberculose qui s'appelle Mycobacterium tuberculosis. Et pour aussi donner, il faut quand même être honnête, pourquoi on s'intéresse parfois aussi aux maladies rares. Elles apparaissent souvent, en tout cas dans les maladies infectieuses, elles apparaissent souvent chez l'enfant. Et notre postulat aussi de départ, c'est qu'il était potentiellement plus facile aussi de trouver des défauts génétiques chez des individus très jeunes qui présentaient des formes extrêmement rares de maladies infectieuses, plutôt que chez l'individu beaucoup plus âgé, qui allait aussi avoir développé beaucoup de mutations somatiques au cours de sa vie. Donc on s'est dit, on va commencer par possiblement le plus facile, les formes extrêmement rares de la personne jeune, où on pense que ce sont des mutations dans un gène qui vont être capables d'expliquer la maladie chez un individu, en fait. Et puis petit à petit, on va aller de ce rare sévère chez l'individu jeune vers le plus fréquent, qui peut être aussi sévère, mais chez le cas adulte. Et dans le cas des mycobactéries, pardon pour ce petit cheminement, mais dans le cas des mycobactéries, donc on s'intéressait à des enfants qui, suite à la vaccination par le BCG ou aux mycobactéries environnementales auxquelles nous sommes tous confrontés tous les jours, certains patients développaient des formes extrêmement sévères et nous avons trouvé au fil des années différents défauts génétiques qui ont tous en commun de toucher soit la production, soit la réponse à ce qu'on appelle l'interféron
gamma, qui n'est pas les interférons dont nous avons parlé tout à l'heure pour les infections virales. Les infections virales sont associées aux interférons de type 1, et l'interféron gamma est un interféron, et l'interféron de type 2. Et donc, au cours de ces 25 dernières années, nous avons identifié plus d'une trentaine de maladies génétiques qui avaient tous en commun, enfin, tous ces défauts génétiques avaient en commun un défaut de production ou de réponse à l'interféron gamma. Et donc, on s'est quand même dit, bon, après 25 ans, on commence à peu près bien comprendre. Donc, on s'est bien sûr intéressé aussi à faire les études génétiques sur des patients atteints de tuberculose. Et en fait, nous avons trouvé une mutation qui n'est pas rare, puisqu'elle était présente à une époque à plus de 10% chez les Européens. Donc c'est un variant qui est relativement commun dans la population générale et qui était donc présent il y a maintenant quelques quand même centaines d'années à une fréquence de 10% dans la population générale chez les Européens, qui n'est plus présente qu'à 4% aujourd'hui, toujours chez les Européens. Et en fait, cette mutation a conduit à un défaut de production, mais léger, d'interféron gamma. On n'est pas dans un défaut de production, il n'y a pas d'absence de production, mais cette production est diminuée, et ça suffit du coup à développer une tuberculose, qui est un agent beaucoup plus agressif que les mycobactéries environnementales, auxquelles nous sommes confrontés tous les jours. Donc, le fait d'avoir travaillé d'abord sur des formes sévères de l'enfant a permis d'expliquer 1% des cas de tuberculose dans le monde. Pour vous donner quelques chiffres sur la tuberculose, c'est 10 millions de nouveaux cas par an et c'est 1,5 million de morts par an, encore aujourd'hui. Donc on est là aussi, comme les différents exemples qu'ont cités mes collègues, on n'est plus du tout dans le rare. Et là aussi, ça conduit à éventuellement une approche thérapeutique différente, puisqu'on peut, en plus des antibiotiques, éventuellement donner de l'interféron gamma chez certains individus qui ont des défauts de production. La tuberculose est, je crois, dans le top 10, voire le top 5, je crois, des problèmes sanitaires prioritaires de l'OMS. Voilà. Dans les maladies infectieuses, ça reste, si on enlève la Covid-19, qui reste un cas un peu particulier, mais la tuberculose est la cause majeure de décès par maladie infectieuse encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Peut-être qu'on va passer, avant les questions du public, passer une sorte de mini-conclusion. Est-ce que, peut-être Laurence, vous avez on va faire une petite conclusion chacun, une petite minute, mais qu'est-ce que ça vous inspire justement, cette thématique du rare au fréquent? Est-ce que pour vous, vraiment, quel message vous voudriez faire passer au grand public sur les maladies rares, génétiques rares, et en lien avec les maladies plus fréquentes? Je pense que tout à l'heure j'ai été claire. Nous, on a une maladie rare absolument magnifique dans son modèle, puisqu'on a un cartilage qui est défectueux, un os qui va pas bien du tout. Donc on a déchiffré depuis plus de 20 ans comment les mécanismes impliqués perturbent ce cartilage et cet os. Et vous l'avez bien compris, chez les adultes, personnes un peu plus âgées, eh bien, ce cartilage est dégradé, cet os aussi est dégradé, et on peut effectivement identifier et avoir des solutions et des clés pour réparer chez ces personnes adultes ce cartilage abîmé et cet os qui est trop fragile et qui se fracture. Donc ces maladies rares sont vraiment un modèle de choix, et pour répondre et pouvoir un jour obtenir des traitements, de la prévention, enfin des traitements préventifs, curatifs pour ces pathologies. Merci beaucoup. Peut-être Olivier, alors hier, c'était hier je crois, on s'est croisés dans les couloirs, et vous disiez que finalement les maladies rares comme le cancer, les maladies fréquentes comme le cancer sont peut-être une somme de maladies rares, et que les maladies rares ne sont pas si rares que ça. Enfin, peut-être que vous pourriez... C'est très bien expliqué. En gros, c'est ça. Finalement, quand on regarde la médecine, on est tous différents. On a un patrimoine génétique différent, on a un environnement qui a été différent, une histoire qui est différente, et des maladies qui apparaissent. Et finalement, quand on regarde bien les mécanismes de chaque maladie, on pourrait dire que chaque patient, quelle que soit la maladie, qu'elle soit fréquente ou pas fréquente, finalement c'est une maladie rare parce qu'on est tous uniques. Voilà, donc ça c'est bon. Après, si on dit ça, on va pas beaucoup avancer pour comprendre les traitements des patients. Mais c'est vrai que quand on prend les cancers par exemple en général, ou des maladies auto-immunes comme le lupus par exemple, au début on dit ouais c'est un cancer, et puis après on se rend compte que tous ces cancers ils ont chacun
des modes de transformation qui sont différents, qui vont aboutir à des traitements différents. Et ça, on peut les sous-classer, et finalement, à force de les sous-classer avec des sous-traitements, eh ben, ça devient des maladies rares. Et on n'est plus à dire j'ai un cancer, on dit oui, j'ai une tumeur avec telle mutation et donc j'ai tel traitement. Ce qu'on appelle vraiment le modèle du traitement personnalisé. Et là, on rentre dans la maladie rare. Deuxièmement, quand on prend des maladies beaucoup plus, entre guillemets, fréquentes, en fait, on s'aperçoit que, et comme l'a montré Emmanuel pour la tuberculose, c'est qu'il y a certaines maladies où on a des maladies génétiques avec un gène qui est atteint, et des mêmes maladies génétiques, on va trouver des fois 10 gènes qui vont donner le même phénotype. Et on retrouve dans les maladies fréquentes, entre guillemets, souvent les mêmes gènes, mais qui sont mutés de façon ce qu'on appelle hypomorphique, c'est-à-dire que ça n'a pas bloqué complètement la fonction, comme tu l'as rappelé pour l'interféron, et que ça donne des cibles thérapeutiques pour ces maladies fréquentes à partir de plein de maladies rares. Et donc finalement, le carrefour entre maladies rares et maladies fréquentes, il n'est pas aussi hermétique, entre guillemets, et que continuer à travailler sur les maladies rares ouvre des perspectives sur les maladies fréquentes, mais travailler sur les maladies fréquentes et mieux les comprendre, finalement, on va les classer comme des maladies rares. Ouais, donc ça, c'est un peu l'objectif final, c'est de comprendre mieux les maladies et trouver des traitements entre le rare et le fréquent et le rare. En fait, on ne sait plus très bien où on se situe, et c'est pour ça que continuer à travailler sur les maladies rares, et puis comme on l'a dit, la somme de toutes les maladies rares, finalement, ça fait des maladies extrêmement fréquentes. Merci beaucoup. Frédéric, est-ce que ça vous inspire quelque chose ou tout a été dit? Non, oui, effectivement, mais je pense que c'est exactement ça. Ça illustre très très bien les choses. Et notamment, on a parlé de ces mutations somatiques qui sont très fréquentes dans les tumeurs. Donc chaque tumeur va accumuler des mutations et c'est ce qui va rendre la tumeur difficile à éliminer et qui va faire proliférer. Et justement, on se rend compte de plus en plus que ce sont des éléments génétiques qui ne sont pas transmis, mais qui permettent d'expliquer la variabilité d'expression des maladies, et notamment des maladies auto-immunes. On a dit pendant très longtemps, on continue à dire, les maladies auto-immunes sont des maladies complexes, il n'y a pas vraiment de forme monogénique, de prédisposition, l'environnement compte, la fumée, le soleil, etc. C'est vrai. Mais on a tous le même environnement, on ne fume pas tous, mais on a tous le soleil, et on ne fait pas tous un lupus. Donc l'environnement contribue, mais ne permet pas d'expliquer. On a découvert dans les 10 dernières années, et ça c'est grâce aux études de génétique et d'exomes, donc quand on séquence les 3 milliards de paires de bases, enfin en fait on en séquence que 10%, mais bon c'est quand même pas mal, on s'aperçoit qu'effectivement, et ça a été un changement de concept. On a des maladies auto-immunes, on a un enfant qui a une maladie auto-immune, et puis il y a un oncle qui a la même maladie auto-immune, mais ses parents, à lui, n'ont pas de maladie auto-immune. Donc on disait, ça, c'est pas monogénique. Et en fait, si, aujourd'hui, on se rend compte que c'est monogénique, il y a un gène de prédisposition qui s'égrège dans la famille, et il faut quelque chose en plus, notamment une mutation somatique, pour expliquer l'apparition de cette maladie auto-immune. Comme on a une discordance parfois avec des jumeaux monozygotes, donc là, c'est deux copies. Ils ont deux copies identiques de l'ADN, à part les mutations somatiques qu'ils vont faire de façon indépendante. Et là, on voit encore que ça peut expliquer la discordance d'une maladie monogénique, enfin, donc chez des jumeaux monozygotes. Et enfin, la dernière chose, c'est que on s'est rendu compte, et ça change aussi pour les cliniciens la façon de regarder parfois les maladies, c'est que on voit des maladies avec, on voit plutôt une cause génétique unique, et des maladies extrêmement différentes, même au sein d'une même famille. C'est-à-dire qu'on a des individus qui vont avoir un lupus, l'autre qui va faire un psoriasis sévère, et le troisième va faire une destruction de ses plaquettes ou de ses globules rouges. Donc, a priori, ce qu'on apprend dans les livres de médecine, c'est qu'il s'agit de maladies différentes qu'on va traiter différemment, mais finalement, on va pouvoir se rendre compte que dans des sous-groupes, et comme l'a très bien expliqué Olivier, en fait, en décortiquant les choses, on va avoir un sous-groupe de patients lupiques, par exemple, et ceux-là vont être liés à une cause génétique définie qui peut donner donc du psoriasis. Et dans les deux cas, en donnant un médicament qui va cibler la voie qui est dérégulée, on va traiter aussi bien, avec le même médicament, un psoriasis qu'un lupus. Donc on a un changement de paradigme un petit peu avec la compréhension qu'une cause génétique sur un gène donné peut donner des symptômes extrêmement variés, mais que finalement c'est la même cible thérapeutique qui pourrait être utilisée chez ces patients avec des symptômes différents et qu'on va retrouver dans des services différents du coup, parce que certains vont être en gastro-entérologie, d'autres vont être en dermatologie et d'autres vont être en médecine interne.
Oui, c'est-à-dire que le découpage des maladies telles qu'on pouvait les faire à une époque change en fait avec une grille de lecture de la génétique. Exactement. Peut-être Emmanuel, vous avez un mot de la fin? Oh là là, le mot de la fin, c'est dur là. C'est pas vraiment la fin parce qu'après il y aura les questions du public. Il y a des questions, ben non, je pense qu'on a illustré tous les quatre avec des pathologies différentes, effectivement, tout l'intérêt d'étudier les maladies rares. On a aussi parlé, enfin, en tout cas on l'a pas évoqué complètement je crois, c'est aussi, d'abord on donne un diagnostic aussi aux familles, des patients qui ont des maladies rares, ça permet de faire effectivement de la prévention, mais aussi de faire tout ce suivi clinique qui nous permet aussi de voir l'impact de ces mutations sur du long cours. Nous on travaille sur des enfants qui sont plutôt jeunes, mais le fait d'avoir identifié un défaut, qu'ils aient un traitement ou pas, ça nous permet aussi de voir au fil du temps s'ils vont être sensibles à d'autres choses qu'on n'aurait pas forcément imaginé, que ce soit infectieux, d'auto-immunité ou d'autres. Donc tout ça nous apprend ce qu'on peut faire sur une maladie rare, qui peut sembler très ciblée au départ, en fait nous apporte quand même la preuve. Nous, les auto-anticorps anti-interféron type 1, c'était des individus qui ne présentaient pas de stigmate d'auto-immunité, et pourtant voilà, et donc ça se recoupe avec, ça va se recouper sans doute quelque part avec les maladies auto-immunes sur lesquelles travaillait Frédéric. Donc tout ce que nous faisons qui peut sembler un petit peu chacun dans son box, finalement on réalise avec le temps que tout ça se reconnecte et va permettre voilà, non seulement de faire du préventif, de la thérapeutique et de faire de la médecine, comme disait Olivier tout à l'heure, de plus en plus personnalisée et donc un mieux vivre pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. On va passer aux questions du public. Et il n'y a pas de mauvaises questions, encore une fois, donc n'hésitez pas à vous lancer. Oui, monsieur. Attendez, juste pour les personnes qui suivent à distance, qui puissent vous entendre. Bonjour, je m'appelle Yoel Déton, je suis le président de l'association Noonan, donc le syndrome de Noonan qui fait partie des rasopathies. Je vous entendais parler de CRAS aussi également, qui est un des gènes. Moi, j'aurais retourné aussi la thématique d'aujourd'hui sur qu'apportent les maladies fréquentes aux maladies rares. Parce qu'actuellement, on travaille avec le professeur Édouard Thomas sur Toulouse sur l'étude Rastat avec les stimvastatines qui vont travailler effectivement on l'espère, améliorer la croissance dans le syndrome de Noonan. Donc, c'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt une remarque qu'on pourrait aussi prendre la thématique dans le sens inverse. Et je suis sûr qu'on aurait beaucoup à apprendre et à comprendre. Et en tant qu'association de patients, on est très sensibilisé à travailler avec les chercheurs, avec le corps médical. Et je pense qu'effectivement, alors nous, on est proactifs et on a envie effectivement de diffuser l'information, mais je pense que ça mériterait, alors je sais que vous le faites énormément ici à l'Institut Imagine, mais ça mériterait partout effectivement à ce que ce soit diffusé et à ce que l'information soit vulgarisée. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire. On a réactualisé avec les professionnels le PNDS, le protocole national de diagnostic et de soins, mais c'est vrai que c'est un travail de fourmi, un travail d'arrache-pied, mais nécessaire. Voilà. Merci. Je peux réagir si vous voulez. Alors d'abord, effectivement, je pense que nous, on est très contents de pouvoir être en contact avec les associations de patients et de pouvoir apporter de l'information dite vulgarisée ou moins. Parfois, on a un public qui est extrêmement pointu sur ces questions. Et sur ce que peut apporter le fréquent au rare, je crois qu'il y a déjà eu plusieurs exemples, mais je vais en donner juste un seul sur ces fameux inhibiteurs des voies interférons. Au départ, ce sont des molécules qui ont été mises sur le marché pour traiter des leucémies et des formes agressives de la maladie. Et c'est en comprenant que c'est la même voie, on va dire, ou que c'est une voie similaire qui est atteinte dans des maladies rares, qu'on a pu repositionner. Et ça, c'était pas une paire de manches. Cette molécule, ça a d'abord commencé avec un essai dit compassionnel, puisque ces fameux enfants qui avaient les mutations STING, c'est vraiment une maladie détestable, hein, avec vraiment des gangrènes des extrémités. Enfin, les enfants sont dans un très mauvais état. De façon compassionnelle, on a pu repositionner ces molécules qui étaient déjà utilisées et véritablement changer le quotidien de ces enfants. Donc ça, c'est un exemple. Je suis sûr qu'Olivier, il en a à foison des exemples de thérapeutiques, de compréhension de mécanismes qui ont été mis en évidence dans des maladies fréquentes et qui peuvent aussi servir, en effet, à aider ces enfants qui sont parfois dans des situations extrêmement critiques et pour lesquelles on a assez peu de réponses thérapeutiques. Est-ce que vous voulez intervenir ou peut-être une autre question dans la salle? Si, moi je peux intervenir.
En disant qu'il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, les maladies rares cèdent entre elles parce que vous parlez de rasopathie. Et cette voie de signalisation, elle est activée par pas mal de gènes, entre autres FGFR3 et d'autres, et aussi activée dans de nombreux cancers. Donc effectivement, on se sert de l'identification de certaines molécules dans certaines pathologies, elles peuvent servir à d'autres et retourner effectivement dans le cancer, là, pour le coup. Pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Frédéric, c'est vraiment c'est presque un problème politique, je dirais, que ces maladies fréquentes dans lesquelles des développements de traitements ont été faits et qui nécessitent, comme vous le savez, beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement, des affaires réglementaires pour des milliers de patients. Donc on connaît bien le médicament, on connaît bien son efficacité, on connaît bien sa tolérance. Par contre, maintenant, vous avez une maladie où il y a 5 patients dans le monde. Vous n'avez aucun industriel qui va développer le médicament pour 5 patients. Enfin, c'est possible, mais c'est extrêmement difficile parce qu'il y a des problèmes, comme vous le savez, de prix, etc. Donc c'est vrai que de partir de toutes les maladies fréquentes, de tous les médicaments qui existent déjà, de les repositionner pour une maladie rare, fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent, entre guillemets, et c'est là qu'on peut faire des ponts extrêmement rapidement. Et donc c'est aux chercheurs qui travaillent sur les maladies fréquentes d'aller regarder ce qui se passe dans les maladies très fréquentes, entre guillemets, pour voir s'il n'y a pas des traitements qu'on pourrait repositionner. Et comme on l'a dit tout à l'heure, à l'inverse, une maladie rare permet de repositionner un médicament ou une voie dans un sous-groupe de malades qui étaient considérés comme des maladies fréquentes. Merci. C'était une question par rapport à la mutation du gène STING. En fait, vous l'avez sûrement expliqué, mais j'ai pas bien compris pour les enfants qui avaient une production trop importante j'ai oublié le nom. D'interférons. Comment on traitait cette production trop importante ? Alors, c'est une très bonne remarque. En fait, c'est ce que j'ai dit peut-être un petit peu rapidement dans cette pathologie. Donc, STING, c'est un des éléments qui va permettre à la cellule, en réponse à un virus ou à une bactérie, de produire de l'interféron. Et cet interféron, c'est notre première réponse. On l'a vu, il en faut pas trop et pas trop peu. Ça a besoin d'être extrêmement bien équilibré. Et dans cette pathologie où les enfants font un excès de production d'interférons, mais également d'autres molécules inflammatoires, l'IL-6 et d'autres, en fait, on va les bloquer la conséquence de cet excès. Donc, ils vont continuer à produire l'interféron, mais on va bloquer la voie de signalisation qui permet à l'interféron de donner la réponse cellulaire. Donc, on atténue cet excès en bloquant la réponse, mais non pas en bloquant la conséquence, mais non pas en bloquant la cause. Donc on a encore du travail. Si on veut être encore plus efficace chez ces enfants, il faudrait pouvoir bloquer la cause, et donc l'hyperactivation de STING et empêcher que les cellules produisent trop d'interférons. Donc c'est pas fini. Je crois qu'on peut être content d'avoir fait cette avancée thérapeutique qui a vraiment changé la vie de ces patients. Mais aujourd'hui, on ne sait pas à long terme, est-ce qu'on va pouvoir leur donner ces inhibiteurs tout au long de leur vie ? Est-ce qu'à un moment, ils ne vont pas échapper ? Donc, c'est toujours important d'essayer de traiter la cause plus que la conséquence. Et là, pour revenir à ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît les patients qui n'ont pas d'interféron. On a vu des exemples tout à l'heure. Donc, si on mettait quelque chose qui bloque complètement l'interféron, grâce aux maladies rares, on dirait attention à ces patients, il faut se méfier du Covid, il faut se méfier de la tuberculose. Si on bloque tout pour bloquer complètement l'inflammation, après, le prix à payer, c'est qu'on n'a plus de réponse contre les agents infectieux. Ça, c'est une notion qui est intéressante parce qu'en regardant ce qui se passe dans ces maladies rares, on peut dire que finalement, ce qu'on fait aujourd'hui, de bloquer que partiellement, finalement, on empêche cette hyperinflammation, donc les patients revivent, même si on ne les guérit pas. Mais d'un autre côté, on ne va pas empêcher une réponse immunitaire contre les agents infectieux. Et donc, on arrive à trouver un équilibre qui est extrêmement ténu, comme ça. Et ça, c'est intéressant. C'est une histoire que j'aime bien raconter, qui est récente, là, qui vient de sortir, sur la peste noire. Là, vous savez, les grandes épidémies du Moyen-Âge, où il y avait des gens qui étaient infectés par la peste. Il y a eu des millions de morts. Alors, des millions, il n'y avait pas de médecine à l'époque. Quand on était infecté, on mourait. Puis, heureusement, il y a des gens qui ne sont pas morts. Parce qu'eux, c'était des mutants, en fait. Et là, des mutants naturels, de maladies rares, mais qu'on a vu révéler dans l'environnement pas de la tuberculose, de la peste, comme on verrait avec le Covid. D'ailleurs, il y a des mutants qui ne meurent pas du Covid. Voilà. Et ils se sont amusés à rechercher dans les tombes, en Angleterre, en Danemark, en France, avant et après cette période. Ils ont séquencé l'ADN de ces patients et ils ont vu sortir des mutations qui vont faire, en fait, une hyperactivation
de nos cellules pour se défendre contre la peste. Et les gens qui avaient ces mutations-là, ils sont passés de 1 pour 1 million, j'en sais rien, tout d'un coup à 40% de la population qui avait cette mutation. Et maintenant, le prix qu'on paye tous aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de peste, il n'y a plus rien, c'est qu'on fait plein de maladies inflammatoires, plein de maladies auto-immunes, voilà, qui n'existaient pas avant cette sélection naturelle, en fait. Voilà. Et donc maintenant, avec le traitement qu'on fait, on va éviter de sélectionner, de contre-sélectionner des gens. Mais ouais, donc c'est extrêmement intéressant, ces sélections. Et comme l'a dit Frédéric, trop c'est trop, pas assez c'est pas assez, il faut être entre les deux, quoi. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Merci beaucoup. On a une petite question en ligne, Gauthier. Ah, il y a une question en ligne. C'est possible. Oui, allez, on peut prendre une petite dernière question. Karl nous demande, peut-on considérer que les maladies rares qui servent de base de recherche pour des maladies plus fréquentes peuvent bénéficier de développement d'essais de thérapie neurodéveloppementale, par exemple, pardon. Tu peux répéter la fin. Peut-on considérer que les maladies rares qui servent de base de recherche pour des maladies plus fréquentes peuvent bénéficier de développement d'essais de thérapie? De développement d'essais de thérapie. De thérapie? De thérapie. Bien sûr, oui, c'est l'objectif. Oui. L'objectif, c'est de pouvoir bénéficier justement d'une approche rapide pour que ces médicaments soient disponibles pour les patients qui ont les maladies rares et après, effectivement, pour les maladies fréquentes avec les mêmes voies d'activation. Le problème des maladies rares, en fait, c'est qu'il faudrait qu'on puisse utiliser, soit faire des nouveaux médicaments et un développement qui soit pas trop cher et qui soit après accessible à un prix abordable. On l'a bien vu avec la thérapie génique où vous faites un traitement pour 5 malades dans le monde, ça va coûter plus d'1 500 000 euros. Bon, après, ces 5 patients, on va dire, on peut le payer. Après, quand c'est intermédiaire, c'est là qu'après, il y a des discussions pour dire, bah oui, ça va servir à des maladies fréquentes, donc forcément, il faudra baisser le prix parce que de la maladie rare, puisque le laboratoire va récupérer de l'argent sur les maladies fréquentes, par exemple. Merci. Et justement, la dernière question concerne un peu ce que vous venez de dire. La personne demande qu'est-ce que l'on peut faire du coup pour pallier l'absence justement de ces potentiels industriels de santé ou de financement sur les maladies très très rares où il n'y a que 5 personnes ou un peu plus, un peu moins. C'est à nous peut-être d'avoir les autorisations de le faire en académique. Ça coûterait moins cher. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Il faut qu'on ait les autorisations, parce que comme vous le savez, malheureusement, on ne fait pas son médicament dans sa baignoire chez soi, et puis on l'injecte au malade. Il y a tout un plan de développement à faire, et il faut vraiment qu'on ait une aide à la fois des comités d'éthique, à la fois des patients, à la fois des industriels, à la fois des financeurs, à la fois des régulateurs, pour pouvoir accélérer ce processus et le faire bien. Parce que, évidemment, quand on met un médicament pour la première fois chez quelqu'un, il faut être sûr qu'on ne va pas être plus toxique que la maladie qu'on va essayer de traiter. Je crois qu'il y avait juste une toute dernière question, et après on clôturera. Le micro arrive. Bonsoir. Question ou remarque, mais on va dire question. L'Alliance, ça vient de lancer sa campagne pour réduire l'errance diagnostique. Je me demandais, est-ce que si dans les maladies rares, on était capable de réduire l'errance diagnostique, est-ce que ça serait favorable aussi aux autres maladies? Est-ce qu'on serait capable de réduire l'errance diagnostique dans des maladies plus fréquentes, mais dont on sait que voilà, les malades parfois restent un certain temps sans réponse? Je pense que mécaniquement, oui, mais... Alors, oui et non, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que on se rend compte, effectivement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qu'il y a des maladies monogéniques, donc qui touchent un seul gène, qui vont donner un spectre de symptômes extrêmement différents de patients qui vont être en dermatologie, d'autres en gastroentérologie, alors qu'ils ont la même cause au départ. On ne sait pas pourquoi, effectivement. Aujourd'hui, on ne sait pas l'expliquer. Est-ce que ce sont les bactéries qu'ils ont, les virus qu'ils ont vus, des auto-anticorps qu'ils produisent? Il reste des choses à comprendre. Mais de fait, effectivement, ça va permettre d'aider à réduire l'errance diagnostique. Et c'est vraiment un objectif, je dirais, central ici à Imagine. C'est identifier une cause génétique. Bon, c'est bien. Mais alors c'est bien, ça aide, ça permet effectivement aux familles d'avoir un nom, de voir s'il y a des associations, de voir qu'ils ne sont pas seuls, que c'est pas comme ça tombé sur eux, juste sur eux, mais que voilà, les choses s'organisent.
qu'il y a un mécanisme à comprendre et peut-être qu'il y a déjà des thérapeutiques. Et s'il n'y en a pas, effectivement, d'essayer d'en développer. Donc oui, l'objectif de ces même si on appelle ça des médecines personnalisées, c'est vraiment de réduire l'errance diagnostique et surtout thérapeutique. C'est-à-dire que si on voit que certains mécanismes moléculaires, certaines activations, les voies, les tyrosine kinases, sont hyper activées chez un patient, même sans connaître le gène, ça va peut-être autoriser le clinicien à utiliser un médicament qui va spécifiquement bloquer cette voie. Et ce qui permettra peut-être après d'identifier le gène. Mais en tout cas, au départ, de vraiment bloquer ce qui est dérégulé dans les cellules de ces patients. Donc parfois avec des approches vraiment où on étudie l'expression des gènes cellule par cellule. Ça, c'est vraiment aussi une avancée technologique. Et on en revient toujours aux avancées technologiques. On ne pourra rien faire sans ces avancées technologiques. Si vous voulez, c'est comme avant, on analysait un jus de fruits composé de plusieurs fruits. Mais une fois que vous l'avez tout mixé, bon, vous pouvez voir qu'il y a peut-être un peu de fraise, un petit peu d'orange, un petit peu de citron. Aujourd'hui, on est capable de faire ça cellule par cellule, c'est-à-dire qu'on va regarder le citron tout seul, l'orange toute seule, la fraise toute seule, et là, on va s'apercevoir que dans la fraise, il se passe quelque chose de pas bien, qui fait que le jus de fruits, à la fin, il n'est pas bon. Et si je peux me permettre par rapport à cette errance diagnostique, il y a différents types de niveaux d'errance diagnostique. Il y a le fait de connaître ou pas la maladie génétique, mais il y a déjà avant cela le fait de diagnostiquer que la personne a une maladie un peu à part. Et là, je parle clairement dans le cadre des maladies infectieuses. En tout cas, c'est que nous, au sein du laboratoire, on s'intéresse à des patients qui font des formes inhabituelles quand ils rencontrent un microbe, que ce soit une bactérie, un champignon, un virus. Mais toutes ces formes inhabituelles et rares ne mettent pas forcément le pronostic vital en jeu, par exemple. Et faire, par exemple, pour prendre un exemple extrêmement commun, faire en permanence des lésions d'herpès, donc le virus qui donne normalement de boutons de fièvre, avoir des lésions en permanence herpétiques est quelque chose qui ne met pas le pronostic vital en jeu, mais qui est complètement inhabituel. Et en fait, il y a aussi une errance diagnostique parfois, parce que les médecins ne vont pas, enfin, les médecins de ville, et désolé pour ce que je vais dire, ça va être maladroit sans doute, mais voyez-vous, ne vont pas forcément penser les orienter vers les hôpitaux, vers Necker ou ailleurs, ou par exemple avoir une main recouverte de virus, ce n'est absolument pas habituel, c'est totalement inhabituel, et parfois, là aussi, il y a cette errance diagnostique, si vous voulez, pour orienter les patients, pour qu'on leur explique qu'ils ont peut-être une mutation génétique, justement, qui n'est pas associée à une maladie extrêmement sévère, mais qui est pourtant sans doute associée à une maladie génétique. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Pour toutes les personnes qui nous suivent en distanciel, sachez que, et puis vous aussi, sachez que le replay sera disponible très rapidement sur notre site internet, et je pense qu'on communiquera sur les réseaux sociaux là-dessus. Et sachez qu'il y a aussi des replays des précédentes conférences qu'on a faites sur les tests génétiques. Je ne sais plus la deuxième, j'ai oublié. Mais voilà, en tout cas, vous avez les deux sur la révolution de l'édition du génome. Voilà. Donc vous avez ces deux conférences qui sont disponibles sur le site et sur la page YouTube de l'Institut. Et cette troisième conférence viendra les compléter. Merci beaucoup. Merci beaucoup.